Amis du retail et des données de qualité, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Boyce, je suis le fondateur de la société Fridelity sur Nivelles en Belgique et on propose au marché du retail une solution sous le nom de Custocentrix. Alors pour cette nouvelle Custo Question, je suis comme à notre habitude accompagné de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien. Alors, petit écureuil, nous allons parler de plein de petites choses aujourd'hui. Un sujet, comme à l'habitude, que tu apprécies, et en fait, on les apprécie toujours tous, hein, c'est facile. Bah oui. C'est je vais tout de suite sortir le gros mot, le data lake. Alors effectivement, je collecte plein de données, et la grosse question c'est, je les mets où? Bah oui. Bien. Écoute, les marketeers, ils aiment bien collecter beaucoup de données, et donc ils sont un peu à l'image de ce petit écureuil. Ils collectent beaucoup de données, mais ils se posent la question, j'en fais quoi? Je les confie à qui? Je les organise comment? Et ça pose la question de la relation parfois un peu tendue entre les responsables informatiques et les marketeers, parce que il y en a un qui veut de l'organisation, qui veut de la méthode, et l'autre qui est peut-être un peu plus frivole dans la façon d'approcher les choses et qui voit une dynamique ou un mouvement assez important. Alors, il y a une série de mots qu'on utilise dans le jargon pour parler de ces sujets-là. Vous aurez certainement entendu parler de data warehouse, d'operational data store, de data mart, de big data, de CDP pour Customer Data Platform et plein d'autres acronymes de cette nature-là. On parle à chaque fois de méthodes de stockage de données. La seule chose, c'est que ces notions-là, elles ont été généralement définies pour des besoins bien spécifiques de l'entreprise, à savoir le pilotage ou le stockage de manière très organisée des données dans une architecture, une structure qui, si on la remet en cause, pose pas mal de problèmes aux équipes informatiques. Et donc c'est important, la logique n'est pas de contredire ces travaux-là, la logique simplement c'est d'exprimer un besoin complémentaire de souplesse qui vient chez les marketeers à partir du moment où ils commencent à travailler avec des spécialistes en traitement de données, donc des statisticiens ou des responsables effectivement de data science, des data scientists. Et donc ces personnes-là ont un fameux besoin d'indépendance par rapport aux sources de données, par rapport à la façon de les traiter, et surtout ils passent une partie significative de leur temps, beaucoup trop à leur goût, pour transformer les données, faire tourner dessus des processus de data quality et des choses de cette nature-là. Et donc, quand on met à disposition du marché une plateforme comme celle de Custocentrix, on prend déjà en charge toute une série de processus de calcul et de transformation de données qui fait que on est capable de mettre à disposition des marketeers des données déjà extrêmement structurées, qui fait qu'on est capable de les déverser dans un environnement qu'ils vont pouvoir utiliser de manière assez efficiente, assez directement. Et donc, quelles sont les caractéristiques d'un data lake en règle générale? D'abord, qu'on parle de structure de données brutes. Donc, on va pas éliminer toutes les données, par exemple, relatives à des commentaires que donneraient des consommateurs et des choses de cette nature-là. Pourquoi? Parce que les algorithmes aujourd'hui de data mining sont capables, ou d'intelligence artificielle, sont capables de commencer à traiter ces données-là. Deuxièmement, on a besoin, et c'est l'objet, on a besoin de beaucoup de souplesse, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles sources de données ou des nouveaux thèmes qui peuvent apparaître au fil du temps et qu'on veut pouvoir utiliser, stocker, tout en respectant les contraintes réglementaires concernant la protection des données privées, etc., qui nécessite une forme de sécurisation, donc une collaboration avec des collègues responsables de ces sujets-là, et donc des informaticiens, évidemment. Troisièmement, c'est destiné à des utilisateurs qui sont des data scientists, qui veulent pouvoir utiliser des pistes de corrélation entre des données qui sont des pistes qui sont pas évidentes à prédéterminer quand on ferait une expression de besoin à l'égard d'un département informatique. Et
quatrièmement, ils ont besoin d'une grande accessibilité, donc beaucoup de flexibilité, mais compensée quand même avec un niveau de sécurité qui est suffisamment élevé. Et dernier aspect, c'est que on travaille sur des données qui sont mises à jour extrêmement fréquemment. Sébastien, dans les traitements de données que vous faites, vous publiez tous les soirs des données, et donc il s'agit d'accumuler toutes ces données au fil de l'eau, voire même, pour certains, de travailler en temps réel. Quand on est en domaine de l'e-commerce, on travaille souvent sur la donnée temps réel sortant directement du site d'e-commerce. Et donc c'est pour ça qu'on parle de data lake. Et donc un data lake, c'est quoi Et je peux vous montrer le slide là qui permet de résumer un petit peu ce sujet-là. C'est un grand réservoir de données, un lac. Pourquoi ? Parce que on veut travailler sur la connaissance des clients et du marché. C'est destiné à qui ? À des data scientists, donc des gens qui sont spécialisés dans le traitement statistique, l'intelligence artificielle. Et le cas échéant, ça peut être une antichambre pour alimenter les fameux data warehouses qui sont utilisés par les gens qui font ce qu'on appelle de la business intelligence. Alors, regardons un peu, si tu veux, Sébastien, quelles sont les différentes sources de données qu'on utilise dans le retail. Et là, on pourra interagir si tu le veux. La première source de données, c'est les données de profil. Donc, on a expliqué ça, Sébastien. Des données qu'on collecte via la lecture de la carte d'identité, par exemple en Belgique. Mais c'est aussi des données qu'on vient ajouter au profil et qui résultent de l'agrégation de données dans d'autres niveaux. Second niveau, ce sont les données dites transactionnelles. Donc, typiquement, les historiques de vente, que ça vienne de la part du point de vente ou que ça vienne du site e-commerce. Troisième aspect, ce sont les données comportementales. Donc, ce sont des interactions avec les consommateurs, notamment sur les canaux digitaux et ou sur les réseaux sociaux quand on est capable d'intégrer ces sources de données-là et que, entre guillemets, le DPO, le Data Protection Officer, l'autorise. Ensuite, il y a des données déclaratives, soit que des consommateurs répondent à des questions, soit qu'ils définissent leurs affinités, soit qu'ils déclarent leurs préférences, ou qu'ils répondent à des enquêtes de satisfaction. Ensuite, on a des données de CRM. N'oublions pas que quand on veut développer des nouveaux services, on doit être capable d'instrumenter la relation entre un consommateur et les personnes avec qui il a affaire, et donc on utilise des logiciels qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle la gestion de la relation client. Et donc, savoir qu'une personne a acheté tel type d'équipement qui a une durée de vie longue, ça s'appelle connaître la base installée, il faut savoir que cette personne détient cette machine-là dans telle version, c'est donc connaître l'équipement d'un client. Savoir quels sont les services complémentaires qu'on lui a vendus, est-ce qu'on lui a vendu une assistance, est-ce qu'on lui a vendu... plein de données de cette nature-là vont venir des fameuses bases de données CRM, d'autant plus que il peut y avoir énormément d'interactions avec des services de type assistance. Donc, quand un client se plaint, quand le client fait appel à de l'aide et des choses de cette nature-là. Ce volet complémentaire, des données de déplacement, ce sont des données comportementales, donc les déplacements géographiques qu'un consommateur ferait dans la fréquentation des points de vente. Ensuite, on vous l'a montré dans d'autres vidéos, on enrichit les données de consommateurs avec des données externes. Typiquement, en géomarketing, c'est un positionnement sur une carte géostatistique, mais on a aussi parlé de segmentation géomarketing pour venir enrichir des profil de consommateur en utilisant un principe de qui se ressemble s'assemble, ou en décrivant l'habitat dans lequel il habite, ou en étant capable de calculer des indicateurs relatifs au foyer, c'est-à-dire à toutes les personnes qui habitent à une même adresse. Et puis enfin, il y a des données de marché, celles qu'on utilise, Sébastien, en géomarketing, quand on calcule un taux de pénétration, ce sont des données de population qui sont publiées par exemple en Belgique par l'Institut national de statistique. Oui. Voilà. Ça fait beaucoup de données. Il y a aussi des données de fidélité qui sont dans les données transactionnelles. Il y a plein de points parce que analyser la fidélité et donc tout ce qui est voucher, utilisation de promotion, donc il y a pas mal de choses qui remontent aussi des caisses et des interactions avec les consommateurs. Il y a quelques autres petits points qui sont aussi souvent utilisés. C'est tout ce qui est données RH à partir des points de vente. En général, c'est pas des données que les retailers partagent avec leurs partenaires, c'est plutôt des données qu'ils vont garder en interne pour calculer la rentabilité du point de vente, suivant le coût du personnel et la marge qu'ils ont sur leur vente. Donc ça aussi, c'est des données qu'ils ajoutent. Et j'ai déjà aussi vu certains clients qui utilisaient aussi tout ce qui était
logistique pour pouvoir analyser quand on fait des ventes, qu'est-ce qui s'est passé ou comment ça se passe au niveau des livraisons, suivant les transporteurs, suivant les délais, suivant les produits, etc. Donc il y a toute l'approche omnicanal, effectivement, qui est aussi à analyser souvent. Et au niveau du stock, en centrale. Donc il y a plein de choses qui sont qui sont rajoutées dans le data lake et qui ne proviennent pas toujours de systèmes comme le nôtre, parce que la gestion de leur stock, inévitablement, c'est pas quelque chose que nous on va gérer, mais qui est plutôt sur des outils comme du SAP ou d'autres systèmes. Voilà, des aspects qui participent à l'expérience client ou à la performance, effectivement, l'efficience dans la relation avec les clients, c'est important. Tu as raison de le rajouter. Et quelques exemples, je propose qu'on clôture sur ce numéro avec quelques exemples, si tu en as préparé, et je suis sûr que oui. T'as vu ça quel... Bah oui, dans la casserole, il y a quand même quelques bonnes recettes qu'on va essayer de mettre. Alors, que font les data scientists avec ce type de données et les marketeers? Bon, les premiers traitements qu'ils font, c'est généralement des modèles d'attribution et de mesure du retour sur investissement marketing, ce qu'on appelle le ROMI, Return on Marketing Investment. Et donc, c'est clair que quand on stimule des consommateurs ou qu'on fait des promotions, on veut mesurer l'efficience des actions qu'on met en place, d'autant plus si on en fait une forme de monétisation dans la relation avec ses fournisseurs, ce qu'on appelle du trade marketing, et dont on parle déjà dans une autre présentation sur le sujet. Dans ces types de démarches-là, et on en a parlé également, on pratique aussi beaucoup le test and learn, c'est-à-dire que on utilise des groupes de contrôle, on fait des panels de consommateurs et des choses de cette nature-là. Donc voilà, tout typiquement ce qui nécessite de pouvoir mémoriser la sélection d'un consommateur comme faisant partie d'un panel pour une action donnée ou sur le long terme. C'est une donnée complémentaire qu'on vient rajouter dans le data lake qui n'est pas spécifiquement captée dans beaucoup d'autres systèmes et dont le data scientist a besoin pour permettre de mesurer ces retours sur investissement des actions qui sont mises en œuvre. Alors, quand on rentre dans le domaine du traitement statistique, bien évidemment, il y a des affinités avec des produits. Donc, tout marketeur rêve pour chaque consommateur de pouvoir connaître quels sont les produits avec lesquels, qu'il n'a pas encore acheté et pour lesquels il y a une probabilité élevée qu'il les achète. Il y a plein de méthodes pour faire ça parce qu'il voudrait élargir le scope de ce qu'on lui présente, sans pour ça le noyer sous des informations différentes, voire même ajouter à certaines de ces produits des promotions spécifiques dédiées à un consommateur, ce que font très bien une série de retailers via des méthodes de communication de marketing direct maintenant. Il y a tout ce qui est les propensions d'achat et les scorings d'appétence, tout ce qui est les segmentations comportementales. Bon, imaginez que vous ayez une grosse base de données, vous avez envie d'avoir une forme de représentation de qui sont vos clients, on appelle ça dans le jargon des personas, donc des méthodes de clustering, de segmentation non supervisées arrivent à vous créer des groupes homogènes de consommateurs au départ de leur comportement, et donc vous allez pouvoir quelque part mettre une dénomination, un nom, des caractéristiques spécifiques de ce type de consommateur et définir des stratégies de communication ou des stratégies tactiques de développement de la relation avec ces segments. Évidemment, il y a l'estimation de la lifetime value, on en a fait une communication, donc on va pas rentrer là-dedans. Il y a la prédiction des risques d'infidélité, ce qu'on appelle l'attrition, donc le risque de voir un client stopper sa relation ou diminuer sa fréquence de contact avec l'enseigne, c'est super important parce que c'est la meilleure façon de préserver sa marge dans le futur. Il y a des scorings de ce qu'on appelle les next best actions. Donc, si je dois proposer quelque chose à un consommateur, autre chose qu'un produit en termes d'action, qu'est-ce que je dois lui proposer? Donc, quelle est la prochaine chose que je dois faire à son égard? Il y a évidemment tout ce qui concerne le trade marketing, on en a touché un mot. Et puis, enfin, quand on fait des prévisions ou quand on collecte de la donnée sur les points de vente, et qu'on a accumulé beaucoup de données sur les ventes faites par point de vente, on rentre assez rapidement dans des besoins d'être capable de modéliser ou de prédire le chiffre d'affaires d'un point de vente au départ de variables externes et de prendre en compte
dans des simulations des impacts comme par exemple l'élargissement des heures d'ouverture, la simulation de l'impact d'une ouverture le dimanche, l'impact de l'arrivée d'un nouveau concurrent dans la zone de chalandise, l'augmentation de la surface, l'augmentation du nombre de places de parking, enfin toutes des choses qui sont des investissements lourds et qui méritent d'avoir une forme de modélisation et dont on est capable de prédire l'impact grâce à l'accumulation de données sur des longues périodes historiques au travers de toutes les données qu'on a faites. Voilà, je pense qu'on a là quelques exemples d'utilisation qui justifient que on ramène dans un environnement accessible aux data scientists toute une série de données parce que rien à faire, la donnée c'est devenu le nouveau pétrole, y compris dans le secteur du retail. Je pense que on a fait le tour, Sébastien. Oui, alors c'est du pétrole et on a fait une photo de bouillabaisse ou quelque chose d'équivalent, je ne sais pas trop. Donc voilà, j'espère que voilà, un meilleur c'est goût c'est ça que le pétrole. Oui. Oui, parce que voilà, on enregistre ce numéro assez tard, on commence à tous avoir un peu faim. Donc voilà, donc au niveau du data lake, après effectivement chez nous en particulier, il y a des outils, parce qu'il y a plein d'outils qui sont derrière. C'est pas juste donner les data. Alors certains vont simplement vouloir du SQL. C'est un peu limité sur pour un data scientist, mais certains préfèrent juste jouer en SQL. Et puis on a du Qlik ou d'autres outils similaires, parce que là ça reste un super outil pour des gens qui aiment bien une interface graphique. Et quand on plonge les mains dans le cambouis, on est parti sur des outils comme du R. Et là, effectivement, la seule limite, c'est l'imagination. Et le temps machine, mais ça, c'est un autre problème. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Vous avez la possibilité de revoir donc tous ces numéros sur YouTube et sur nos profils LinkedIn. N'hésitez pas donc à chercher Eric de Belfroy ou moi-même, et les slides de cette présentation avec tous les détails se retrouvera sur SlideShare. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle Custo Question.